Déjà, bonjour à tous. Merci d'être là. Travaillant moi-même dans le médico-social, je trouve ça tellement important de se faire former sur des thématiques bien trop souvent mis de côté dans les instituts. Du coup, moi, je me présente. Je suis Maxence. Je suis un mec trans. Donc, mes pronoms, c'est il. Voilà. Si ma partenaire veut se présenter. Bonjour à toutes et tous, moi c'est Camille, donc moi c'est une femme trans et mon prénom c'est elle, et puis avec Johanna, nous représentons l'association Brest de la trans et non-binaire en questionnement. Désolé, c'est un peu compliqué, mais pour vous faire le simple, notre association a vocation de sensibiliser tout public, comme vous aujourd'hui, pardonnez-moi, nous organisons des événements, des sensibilisations, nous organisons des moments communautaires avec nos adeptes. Les adeptes, c'est nos frères et sœurs trans. On fait plein de choses pour aider qu'ils et elles se sentent mieux, se sentent en communauté, qu'on les aide dans dans leur vie personnelle, avec leurs projets. On a des groupes de parole, on fait partie du Passage. De Passage, c'est un projet avec la mairie et plein d'assos pour avoir un local, pour permettre de continuer à avancer dans nos projets. Donc maintenant, vous passez la parole à Johanna, si tu le veux bien. Je le veux bien. Donc oui, moi c'est Johanna, je fais aussi partie de Brest la Trans et mes pronoms c'est elle, c'est-à-dire qu'on parle de moi au féminin. Je vais commencer. Alors finalement, ce sera un format un peu plus descendant qu'une table ronde à proprement parler, suite aux différentes remontées qu'il y a eu, aux différentes sollicitations. On n'a que 3/4 d'heure grand maximum pour présenter un sujet qui est très très riche en partant de zéro, on va dire. Donc voilà, ça va être sans doute assez dense. Et bon, on va vraiment aller droit à l'essentiel. Avant toute chose, avant qu'on parle vraiment des personnes trans, il était important pour nous de donner quelques petites définitions pour savoir de quoi on parle. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est que le genre? On parle de personnes transgenres, on parle de personnes cisgenres, mais qu'est-ce qu'on entend exactement par genre, par sexe? Parfois, on confond un petit peu, on mélange ces différentes notions-là. Alors, ce qu'on appelle le genre, ce sont tout simplement les catégories sociales hommes, femmes. Dans notre société qu'on dit binaire, donc où il y a ces deux catégories de genre qui existent. Vous avez peut-être entendu parler de personnes non binaires qui ne se retrouvent pas, voilà, pleinement dans cette définition homme et femme. Et ce genre-là, donc ces grandes catégories, elles sont à distinguer du sexe. Alors quand on dit le sexe, en fait, on se réfère à la biologie tout simplement de nos corps. Et le sexe, c'est pas seulement quelque chose de génital, c'est aussi ça englobe tout un tas de caractéristiques qui peuvent être, par exemple, hormonales. Ça peut englober aussi des caractéristiques liées à la génétique, les chromosomes, vous savez, XXXY, etc., etc. Là encore, dans nos conceptions, habituellement, on dit qu'il y a des individus mâles et individus femelles. Il est important de remarquer qu'il y a des personnes qu'on va dire intersexes, et donc qui ne rentrent pas dans ces définitions de mâle et de femelle qu'on a voilà, typiquement en tête, quoi. Alors, je vais prendre quelques exemples quand même pour que ce soit plus clair. On peut par exemple être une femme, alors assignée femme à la naissance, on reviendra un petit peu sur cette idée d'assignation, et avoir des chromosomes XY par exemple, ça arrive. Mais à avoir certains gènes qui vont faire que, d'un point de vue phénotypique, d'un point de vue des caractéristiques sexuelles extérieures, on va avoir été assigné femme toute sa vie, quoi. C'est un exemple. Alors, les personnes intersexes ne sont pas si... comment dire c'est plus fréquent que ce qu'on ne pense. On estime leur nombre à peu près 1,6-1,7%.
suite à plusieurs études. Et en fait, c'est à peu près la même proportion qu'il y a de personnes qui sont rousses, par exemple. Vous voyez, vous croisez souvent des personnes qui sont rousses, etc. Et ben, il faut vous dire qu'il y a à peu près autant de personnes qui vont être dans une situation d'intersexuation. Voilà, sans que vous le sachiez. Plus d'une personne sur 100, quand même, c'est assez énorme quand on y réfléchit. Donc, je vais parler d'assignation de genre. Alors, comment ça se passe? Pourquoi on distingue un petit peu le genre et le sexe? C'est parce qu'à la naissance, donc, on va observer les caractéristiques sexuelles primaires, souvent génitales du bébé, et à partir de là, on va dire qu'on assigne un genre. C'est-à-dire qu'on va dire, ah voilà, c'est une petite fille, c'est un petit garçon. On se fait sur la base de ses caractéristiques sexuelles, mais le fait qu'on dise c'est une petite fille, c'est un petit garçon, de là, il va découler toute une socialisation, toute une éducation genrée. Il est évident que, par exemple, c'est pas parce qu'on est de tel sexe qu'on va plus nous offrir des Barbies ou des petites voitures, et où on va plus être attiré par ça dans les rayons des magasins. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Et ça, c'est ce qui relève du genre. C'est ce qui fait qu'on est dans cette catégorie-là, fille ou garçon. Et il est enfin important, et je vais terminer là-dessus, puis après je passerai la parole à Maxence, de remarquer que ces histoires de genre, ces histoires de sexe sont encore d'autres notions que celles d'orientation sexuelle. C'est-à-dire que il faut distinguer les trois parce que vous voyez, on peut être, je ne sais pas moi, une femme trans et être attiré par les hommes, ou une femme trans et être attirée par d'autres femmes, ou être bi, etc. Vous voyez, toutes les configurations existent. Et donc, il est important de penser à tous ces cas de figure possibles, en fait, quand on se penche sur la question, et de faire preuve d'inclusivité, et pour ne pas que ce soit au détriment, voilà, de personnes qui ne rentreraient pas dans ces petites cases, quoi. Voilà. Et sur ce, alors on fera un temps de questions à la toute fin. On espère pouvoir faire un quart d'heure de questions au moins, puisque il y aura beaucoup de choses qui seront sans doute sur lesquelles on passera très rapidement. Mais du coup, je vais d'abord passer la parole à Maxence, puis à Camille, et si vous le voulez bien, on aura ce temps d'échange à la toute fin de notre présentation. Du coup, j'aimerais bien donner une définition de qu'est-ce que c'est qu'une personne trans. Alors, une personne trans est une personne dont l'identité de genre ne correspond pas à son genre assigné à la naissance. Et en vérité, l'identité de genre, c'est un ressenti. Ça ne correspond pas non plus à l'expression de genre. Si je dois donner un exemple, moi je suis un mec trans, on m'a sorti comme ça de ma mère, on m'a dit ça c'est une fille. Et finalement, pas du tout. Et c'est pas parce que j'ai eu des petites robes ou des Barbies que ça a fait de moi une fille. Parce que je le ressentais pas comme ça. Il y a plusieurs types de transitions sur plusieurs points. On va réaliser ce qu'on appelle une transition sociale, où on va demander à nos proches un changement de prénom. On peut aussi changer sur sa posture, ses habits, s'exprimer de façon plus masculine ou plus féminine, ou un peu des deux, un peu de tout. Il y a aussi les transitions médicales, où par exemple on va prendre des hormones, passer par de la chirurgie. Il y a les transitions administratives, où là c'est des choses officielles sur les cartes, sur les papiers, où ça va être le changement de prénom, ou la mention de genre sur la carte d'identité, de passer de H à F, ou de F à M, même, ça me peut pas H. C'est parce que je ne l'ai pas fait encore. Je suis en cours. Donc en fait, ces démarches sont en partie remboursées par ce qu'on appelle l'ALD. Donc nous, on a l'ALD 31 quand on est du coup dans une reconnaissance de dysphorie de genre. Donc on appelle dysphorie de genre quand effectivement on ne se sent pas dans le bon corps, vulgairement dit. Et ce qu'il faut savoir avec l'ALD 31, c'est qu'elle est pratique parce qu'on peut quand même avoir des crédits à la banque. Parce que les ALD, ça bloque beaucoup. Elle est plutôt efficace. Voilà, à peu près. Du coup, on a quelques chiffres. Par exemple, en 2021, il y aurait un taux de 0,33% de la population générale, soit en France l'équivalent de 180 000 personnes trans ou non binaires. Mais il est assez difficile
d'évaluer avec précision le pourcentage de personnes trans, parce que certaines personnes ne sont pas déclarées dans ces dispositifs, ou même il y a beaucoup de personnes trans qui le gardent pour elles. D'après les données de l'assurance maladie, 8 952 personnes avaient la LD31 en 2020. Selon la Haute Autorité de Santé, les chiffres de transition médicale montrent que le nombre a été multiplié par 3 entre 2011 et 2020. Et pourtant, c'est pas qu'on est plus nombreux, c'est plus que il y a enfin des dispositifs qui s'intéressent à nous, où on est déclaré quelque part. Et moi, je trouve ça intéressant et important de se rappeler que c'est tout récent. La transidentité est sortie de la liste des infections psychiatriques en 2009, donc c'est relativement récent. Et c'est seulement depuis 2016 qu'il n'est plus nécessaire de se faire stériliser, donc avoir une opération de réattribution sexuelle pour pouvoir changer sa mention de genre à l'état civil. Donc maintenant, on a ce choix-là de toucher ou pas, de subir ou pas des opérations, et d'avoir quand même le choix de sa propre identité administrative. Voilà. Maintenant, nous allons parler des enjeux de santé sexuelle des personnes trans, inclusivité, visibilisation et accès aux soins. Aujourd'hui encore, les personnes trans se retrouvent souvent confrontées à des discriminations de la part du milieu médical. Nos parcours de transition sont constamment soumis à des et un peu difficile ce mot, à des valides, en gros, c'est qu'on soit validé par des personnels médicaux, par exemple psychiatres, psychologues, et puis tout un panel d'autres personnes. Donc pour les psychiatres, ça veut dire on va chez le psychiatre, on dit bonjour monsieur le psychiatre, je suis trans, est-ce que vous pouvez me faire le petit papier pour que je suis bien trans? C'est vraiment c'est super marrant. Et après avoir cet accès à ce papier-là, donc on va toquer à la porte du tribunal. On va dire bonjour monsieur le tribunal, je suis pas un homme, je voudrais bien passer sur que je sois une femme. Donc on va au tribunal, donc c'est des procédures qui sont souvent très longues parce qu'on n'est pas à la priorité du tribunal, parce que c'est juste un changement d'état civil. Ça à ça, mais nous, ce que l'on revendique, c'est le droit à l'autodétermination. C'est un droit pour dire moi je suis trans et j'assume que je suis trans et je n'ai pas besoin de passer par toute cette étape administrative qui est longue, qui est compliquée, qui est très fatigante. Donc récemment en Espagne, ils ont fait une loi d'autodétermination où si la personne a plus de 16 ans, elle se déclare en mairie, à l'état civil, et puis dit voilà, moi je suis une personne trans, et puis voilà, c'est tout simple, c'est aussi simple que ça. Les soignants, maintenant passons à une autre partie, les soignants sont souvent peu formés sur les questions de transidentité, peuvent faire preuve d'incompréhension, de maladresse, voire d'hostilité, qui nous rend encore plus difficile l'accès aux soins. Ça veut dire, on va prendre un cas concret. Donc moi, je suis un homme trans. Donc je vais voir mon gynéco parce que je dois pas me dépister pour des IST. Mais on te dit non, vous n'êtes pas une femme. Mais donc, est-ce que je vais être dépisté? Non. Il va falloir que je retoque à la porte d'un autre praticien qui va nous accepter. Et ça réduit très fortement l'accès aux soins et puis le dépistage. Et puis on a plus de chances d'avoir des IST. Par exemple, nous, personnes trans, on a plus de chances d'avoir du sida parce que voilà. Voilà. Donc je vais vous citer une étude de l'agence. Je vais vous citer une étude de l'Agence européenne pour les droits fondamentaux. Permet d'estimer le taux de personnes trans ou non-binaires qui ont déjà bénéficié de soins affirmateurs de genre, tels que la prise d'hormones, tels que les chirurgies. Hier, ils étaient de 17% en France, ce qui est bien peu, parce que le facteur principal, c'est que pour la moitié d'entre eux ne ressentaient pas le besoin, et puis il y a d'autres facteurs qui viennent en compte, comme le fait d'être discriminé. Donc, selon cette étude, il y a aussi 24% d'entre eux qui n'ont pas eu recours parce qu'ils ont subi des réactions négatives, des remarques transphobes, etc., etc.
Mm, euh, euh, donc, euh, donc à 24% qui n'ont pas eu recours parce que c'est des réactions négatives, à 17% qui n'ont pas eu les moyens parce que ça coûte très 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 cher. Les opérations, la prise en charge avec les psychiatres, psychologues, et 10% ne voulaient ou ne voulaient pas avoir de soins psychiatriques préalables aux soins. Selon une étude auprès de 633 personnes transgenres françaises, plus d'une sur deux a rapporté avoir été victime de transphobie dans ces lieux de soins, qui nous fait plus de 45% ont indiqué éviter ces lieux pour cette raison, qui est dingue. Pour les personnes trans, on évite de se faire soigner pour cause de remarques, de jugements inappropriés sur qui on est. De plus, l'argument pour finir, on va vous parler des transitions. Les transitions, c'est quand une personne trans se rend compte que ce n'est pas une personne trans, mais c'est une très petite... ça correspond à 0,60%, ce qui est très minime. Et puis souvent, les personnes qui détransitionnent, c'est pas parce que c'est beaucoup par pression sociale, la pression de la famille, des proches, tout ça, pour imposer à cette personne qu'elle doit re-rentrer dans la norme, alors qu'au fond d'elle, c'est une personne trans. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à nous les poser, on serait tout à fait apte pour les répondre. Voilà, donc on a conscience qu'on a dit beaucoup de choses très vite et que vous avez sans doute plein peut-être de termes qui vous sont passés, d'interrogations qui vous sont venues et peut-être que vous avez aussi en lien avec vos domaines d'intervention, vos pratiques professionnelles, voilà, comment dire, des situations, voilà, que vous avez vécues et qui vous avez questionné à ce moment-là. Donc n'hésitez pas, c'est le moment. Bonjour, je suis partir du micro, ça va. Je m'appelle Charlotte, je suis là pour les pétrolettes, mais je suis aussi auxiliaire de puériculture en salle d'accouchement. Et souvent, quand on a les examens de nouveau-nés chez les petits garçons, quelquefois les bourses ne descendent pas, et donc on ne peut pas reconnaître ce petit garçon tant qu'on n'a pas fait les cariotypes, etc. Et du coup, le personnel médical se pose souvent la question de qu'est-ce qui est mieux pour l'enfant, si le cariotype ne revient pas X, Y ou... et qui vont dire X, Y, X, on va plus rentrer dans les détails. Qu'est-ce qui est mieux pour du coup le petit garçon, le reconnaître sous le sexe qui est visible ou sous le cariotype? Alors la loi nous oblige maintenant à le reconnaître sous le cariotype. Donc si c'est un petit garçon et qu'il est XX, ça sera déclaré comme une fille, et s'il est XY, bon bah voilà, c'est un garçon, félicitations, et on passe à la chose suivante. Mais du coup, vous en pensez quoi à ce niveau-là de la prise en charge qu'en tant que personnel soignant on pourrait avoir sur ce genre de cas? Ce serait bien de laisser aux enfants le choix, idéalement. Je sais que la loi, l'administration française, c'est très binaire, mais nous, on se bat pour laisser le choix plus tard. Parce que là, si on rejoint vraiment l'intersexuation, on va forcer sur des opérations. C'est de la mutilation. Moi, j'estime que c'est de la mutilation génitale. On laisse pas le choix. Et c'est en ça que la France est de la merde. On laisse le choix au niveau opération, mais c'est juste au niveau de la reconnaissance administrative. C'est en ça aussi qu'on se bat pour que les changements à l'état civil soient plus faciles. Parce que dans ce type de cas, imaginons que, ok, on passe pas par l'opération, mais que finalement c'est pas ça, que les enfants puissent à un moment donné, dans l'autodétermination encore une fois, avoir le choix. Et là, c'est très binaire, donc effectivement, actuellement, il faut choisir mâle ou femelle, encore une fois. Et il faut qu'on continue à lutter pour laisser l'autodétermination choisir le parcours de vie de chacun et de chacune, quoi. Je sais pas trop si ça répond à la question. Plus ou moins oui, parce que du coup, c'est vrai que moi, je pars du principe que c'est pas forcément la génétique ou le sexe qui va déterminer l'identité de l'enfant. Et du coup, remettre ça entre les mains des parents qui,
on veut un sexe déterminé à l'échographie, c'est aussi leur donner beaucoup de pouvoir sur un avenir qui n'est pas déterminé. Et la justice n'est pas non plus bien placée pour déterminer si ce serait un garçon ou une fille. Donc, mais il y a aussi le bien-être de l'enfant, c'est-à-dire que si c'est un petit garçon mais qui est XX et qui n'a pas d'opération, comment il va être intégré dans la société en étant déclaré femelle mais en ayant les attributs masculins. Et du coup, c'est tout un accompagnement au niveau psychologue et sociétal qui n'est pas fait parce que la société n'est pas prête encore pour ce genre de cas. Bah, c'est pour ça que c'est important d'avoir ce type de journée afin de déconstruire ça, parce que la société n'est absolument pas prête à recevoir les personnes inter, parce qu'encore une fois très binaire. Et si on était déconstruit, tout ça, ce serait pas un problème. En soi, c'est pas un problème d'être une personne inter. La plupart du temps, ça se passe très bien dans le corps de la personne. C'est quand on vient mutiler ou chambouler tout, que là, la plupart du temps, il y a du problème. Il faut déconstruire la société. Voilà, c'est formez-vous, laissez l'autodétermination aux gamins. Peut-être qu'on y arrivera, et je le souhaite très fort que ce genre de questions ne soit plus, et qu'on laisse grandir les individus, on les laisse choisir, et qu'advienne que pourra dans ses choix d'identité de genre, dans son ressenti de ce qu'elle représente, et tout ce qui va avec l'expression de genre, et un individu à part entière. Je me permets à moins qu'il y ait d'autres questions, est-ce que je peux prendre 2 minutes pour compléter un peu avec ce qu'a dit Maxence. Il y a aussi, donc là, effectivement, vous avez très bien pu constater qu'il y avait un caractère assez arbitraire dans ce choix de dire « Oh, c'est une petite fille, c'est un petit garçon ». C'est en ça aussi qu'on dit que c'est une assignation. En réalité, quels que soient les chromosomes de cet enfant, on ne peut pas dire comme ça, on ne peut pas dire « Ah, cet enfant aura plus de chances de se sentir de telle ou telle façon », on n'en sait rien. Simplement, légalement, et tout tourne autour de ce truc du légal, on est tenu en France de mettre un petit M ou un petit F en gros sur son état civil. Et c'est important de noter que ce n'est pas le cas partout. Par exemple, en Allemagne ou dans plusieurs États des États-Unis, enfin voilà, il y a la possibilité de mentionner un X aussi sur l'état civil. Alors, c'est pas le cas en France pour le moment, donc là, on regarde les chromosomes, mais on pourrait aussi tirer à pile ou face. J'ai envie de dire, ça changerait rien, quoi. Cet argument de l'intégration sociale est souvent avancé et a été historiquement souvent très avancé, notamment par le milieu médical, pour dire oui, pour justifier par exemple le fait de se prêter à des interventions chirurgicales sur ce genre d'enfants. Et quand bien même cela n'est pas justifié pour des raisons de santé en fait. Et c'est pour ça qu'on préfère avoir l'approche où plutôt que d'aller faire ce genre d'intervention sur des enfants même en bas âge et qui n'ont pas du tout le consentement en fait, en disant oui alors c'est pour qu'ils soient mieux intégrés, qu'il n'ait pas de problème dans les vestiaires et tout, on pense qu'il est important de faire de la sensibilisation comme ici, d'accompagner, de lutter contre les discriminations en fait qui existent, car c'est ça le problème. Le problème n'est pas les personnes qui en elles-mêmes sont peut-être même en bonne santé en fait, tout simplement. Et du coup, alors que ce type d'intervention peut mener à des problèmes de santé aussi. Donc pour nous, c'est important de lutter un peu contre ce discours qui est de moins en moins répandu, mais qui est quand même toujours assez répandu aujourd'hui dans le milieu médical, de dire bon, là, l'organe génital, il descend quand même pas assez, on va le rallonger un peu, allez hop, et puis on va pas trop demander l'avis au... Voilà. D'essayer de faire en sorte que la personne puisse être acceptée telle qu'elle est, en subissant le moins de discrimination possible, et que cela n'impacte pas du coup sa santé, et cela ne mène pas à parfois même des mutilations, effectivement, des opérations invasives sur elle. Et en parallèle, pour l'assignation de genre, MF, en fait, c'est juste, ce n'est pas satisfaisant dans ce cas de figure. Il n'y a pas de bonne solution, en fait, malheureusement. Donc on fait au mieux et on espère que les choses vont évoluer, qu'il y aura possibilité de mentionner le X en France aussi à l'état civil, voire même que peut-être on arrête un peu de faire une mention de sexe à l'état civil, là où parfois ce n'est pas
nécessaire, quoi. Donc, je vais un peu parler de mon parcours personnel et mon parcours un peu vis-à-vis de. J'ai eu un suivi, j'ai été suivi par une psychiatre. Et puis souvent, j'ai été obligé de dire, j'ai éduqué ma psychiatre en gros. C'était vraiment dingue. Moi, Camille, qui est trans, éduque la psychiatre. Et puis, ce qui est dommage, c'est quand on dit qu'on est trans, s'il vous plaît, genrez-nous avec le bon pronom. Et puis, les personnes, elles prennent la parole, mais elles ne l'appliquent pas. Et puis, c'est très frustrant, parce qu'on se dit, on éduque, mais de facto, on a l'impression, et après, au bout d'un moment, ces sujets vont être mis sur le tapis, ou même, il y a une expérience assez récente qui date de l'année dernière. Donc j'ai un rendez-vous médical, puis je vois quelques mois plus tard, je vois le courrier, et puis la personne, il se fait appeler Ramor Camille, et puis moi j'ai trouvé ça, mais j'ai été révolté. Parce que c'est comme si on reniait mon identité. On supposait que c'était très rare, mais alors que dans la vie de tous les jours, dans mes associations où je suis, dans mon service civique, pas mal de trucs, on m'appelle Camille, point barre. Mais c'est juste parce que l'administration, comme c'est l'administration française, il faut pas bien le genrer. Voilà. C'était un petit retour d'expérience. Je ne m'aventurerai pas sur l'aspect médical, mais sur l'aspect de l'état civil, allant sur la réponse que vous avez offerte. Sur les pays d'Europe du Nord qui ont commencé à offrir la possibilité de ne pas se déterminer ou de se déterminer autrement aux citoyennes et citoyens. Ça peut surprendre, évidemment, ce n'est pas du tout la tradition française à dominance latine, mais je vous rappelle qu'en France, ça fait déjà quelques décennies que nous ne nous déterminons plus officiellement l'état civil sur nos convictions religieuses, qui sont de l'ordre du privé, de l'autodétermination, de la possibilité d'en changer, de prendre un peu de tout, ça s'appelle la laïcité. Et dans d'autres pays, c'est ça qui est surprenant. Également sur le débat là, qui est arrivé, nous fait prendre toute la mesure aussi d'éduquer les jeunesses dès le plus jeune âge au genre avec un S et aux orientations sexuelles, et plus généralement à la santé, à la vie sexuelle et affective. La loi, depuis 2001, oblige à l'éducation à la santé sexuelle à la santé affective et sexuelle dès le plus jeune âge, depuis 2001, je crois, à hauteur de 3 heures par an. On pourrait dire c'est très peu, mais c'est souvent pas fait déjà. Et il ne faut pas là-dessus stigmatiser les professeurs, les éducateurs, l'éducation nationale, qui d'ailleurs aujourd'hui, on a une pensée pour eux, sont en grève, tout simplement parce que sont-ils suffisamment formés sur ces questions-là? L'éducation sexuelle affective, c'est un métier, ça s'apprend. Sont-ils formés? Leur donne-t-on les outils? Leur donne-t-on les moyens financiers de le faire? Mais en tout cas, sur la thématique qui a été proposée là, comme sur toutes les autres d'ailleurs qui ont pu être évoquées ce matin, la nécessité de l'éducation à tous les âges et les situations de la vie, la santé sexuelle, n'est jamais aussi apparente, n'est jamais aussi nécessaire qu'aujourd'hui. Merci beaucoup pour ces précisions, je les trouve très éclairantes. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui auraient des questions, souhaiteraient ? Oui, merci. Je reprends la parole par rapport à tout à l'heure. Je merci pour vos interventions. Hein, c'était très intéressant. Et je m'acculture aussi sur cette notion de genre que je ne connais pas. Et je voulais juste rebondir un peu sur le éduquer mon psychiatre. Parce que, en fin de compte, quand je parlais tout à l'heure de partenariat de soins, c'était cette idée que quand on est une personne, on a ce qu'on appelle un savoir expérientiel, donc qui est propre à chacun. Et le professionnel, il a un savoir d'expert, entre guillemets, c'est-à-dire il a été formé, mais je veux dire, ça évolue.
Et donc l'intérêt du partenariat de soins, justement, c'est la rencontre, et c'est ce que j'entends un peu, enfin peut-être que j'interprète, mais en disant j'éduque mon psychiatre, c'est surtout que j'acculture mon psychiatre à ce que je vis au quotidien, et c'est la rencontre qui fait que ça fait aussi évoluer la médecine, enfin, si je peux me permettre ce point de vue. J'allais intervenir également, mais vous voulez peut-être répondre? Moi, je voudrais répondre sur la question des psys. Moi, je suis suivi par des psys depuis 10 ans, et non pas en rapport avec ma transidentité. Mais j'avoue que moi, en tant qu'usager qui ne va pas bien, parce que en général, c'est quand je me fais larguer que je suis en PLS et non pas parce que je suis trans. Mais quand j'entends ma psy qui me fait ah, peut-être que tes problèmes viennent de ta transition, je suis là, en quoi ma transition me fait être amoureux de gros cons ou pas? Enfin, ça n'a rien à voir. Ça n'a pas de sens. Donc moi, je viens chercher une solution chez une professionnelle de santé mentale qui m'apporte pas ma solution parce que la transidentité est une excuse à tout mon mal-être. Si c'était si simple, je pense que j'aurais même pas transitionné. Hein, voilà. Et c'est en ça que on a la capacité de former et d'éduquer, mais en tant qu'usager, je trouve ça très pesant. Et moi, je suis fatigué. Là, je dois être à la 3e psy. C'est bon, je me fais moins larguer, ça se passe mieux. Mais ma thématique de transidentité est complètement mis de côté. On va plus parler de ma sexualité que de mon genre. Parce que mon genre n'influent pas sur ma sexualité. Bien que ça se passe très bien. Mais j'étais fatigué, voilà, de me out. En fait, je suis un mec trans. Mais du coup, ça amène à telle problématique. Non, j'ai pas envie qu'on me psychiatrise ou qu'on m'analyse sur cette thématique forcément quand je viens pour une peine de cœur ou l'abandon de mon père, quoi. Enfin, donc, moi, je suis pour la formation des professionnels, mais pas en tant qu'usager. En tant qu'usager, flemme, genre vraiment flemme. Pour vous faire un petit topo, un peu historique de la situation, donc malheureusement, la psychiatrie a été très inspirée par Freud, la psychanalyse. Et puis ce qu'il y a eu dans plusieurs sujets, par exemple comme l'autisme, les transitions, les identités de genre, ça a eu un très mauvais impact parce que pendant plusieurs années, jusqu'à très récemment, on psychiatrise, on analyse la transidentité comme quoi c'est un problème, que c'est une maladie, que pour me permettre. Donc vous savez, à des psychiatres qui se disent qu'ils sont inquiets de la transidentité alors que nous sommes une minorité, quand ils se disent que c'est culturel et tout, mais petits entendent plus de personnes trans, c'est parce que la parole se libère. C'est pas qu'une épidémie sur les réseaux sociaux. On vient pas dans les écoles pour dire c'est cool d'être trans, tu sais, tu vas être non-genré. C'est compliqué parce que nous on est trans, on veut vivre, on veut pas être toléré, on veut être comme toi, moi, la personne, le couple à côté. Il faut arriver à se détacher de tout ce qui est psychanalyse, qui a fait tant de mal à la science, à énormément de sujets. Et puis quand moi je vais consulter quelqu'un, j'ai pas envie de dire je suis trans parce que je fais un coming out, ça, j'ai envie d'être dans ma zone de confort, être tranquille. Du coup, je me permets de reprendre la parole. Alors, moi, je suis Pauline, je suis assistante sociale scolaire. Je précise bien parce que ça a un lien avec ce qu'on vient de dire sur l'éducation à la question de genre, à la déconstruction. Je voulais juste rassurer un peu, il y a des débuts de choses qui se font. Moi, je suis par exemple venue aujourd'hui avec mon équipe vie affective, on appelle ça l'équipe EAS. On a une formation qui est diligentée à l'éducation rationnelle sur la vie affective, relationnelle et sexuelle, qui est très inclusive et qui permet de se remettre un peu à la page. Après, c'est sûr qu'on a beaucoup de retard, on vient de loin, et que ça, pour l'instant, ça vient des bonnes volontés dans les établissements. C'est-à-dire qu'il y a prof et prof, il y a personnel et personnel, donc pour l'instant, tout le monde n'est pas imposé de suivre cette formation. Pourtant, ce serait super pour respecter notamment les droits des personnes trans.
Et aussi dire que, par exemple, on est 27 assistantes sociales scolaires. On travaille, par exemple, en binôme intense avec les infirmières scolaires sur ces questions. Et nous, les assistantes sociales scolaires, on est en train, par exemple, là, de créer un vadémécum sur la lutte contre les discriminations liées au genre et à l'orientation sexuelle notamment. Et donc, il y a des choses qui se développent, on aura besoin des assos comme ça. Moi, je suis en train de lister tous les outils pour orienter mieux les jeunes dans ces questionnements. Donc voilà, il y a des choses en cours, mais ça va être long, il faut continuer. Bah, si je peux rebondir sur ce que vous venez de nous partager, je me dis enfin. Enfin. Parce que moi, je me rappelle, bon, j'ai 25 ans, officiellement 28. Mes premiers cours d'éducation sexuelle, c'était être hétéro, quoi. On mettait des capotes sur des bananes, alors que moi, ça m'inspirait pas. Moi, je me sentais lesbienne déjà à 12 ans, quoi. Et là, ce qui me frustre un peu, c'est quand on a des personnes queer, LGBT, qui vont dans les écoles, l'extrême droite, parce qu'on va pas se mentir, l'extrême droite, on nous met des bâtons dans les roues, votez à gauche s'il vous plaît, vont reprendre ces thématiques-là et appeler oh attention le wokisme, il déglingue nos enfants. Moi, ça m'a pas influencé de mettre des capotes sur une banane. Hein. L'hétérosexualité qu'on m'a appris, éduqué à l'école, bah ça m'a pas inspiré. Je suis pas devenu hétéro pour autant, quoi. Donc c'est en ça que c'est bien qu'enfin ça bouge et que ce soit acté, que ce soit pas juste l'éducation sexuelle à la reproduction, point barre. Et c'est beau que ça bouge enfin, parce que moi, dans mon adolescence, qu'est-ce que j'étais frustré, quoi. Bonjour. Alors, j'ai une question, justement, quand vous dites laisser le temps faire les choses, est-ce qu'il y a un âge, justement, où on est en capacité de savoir sa sexualité? Est-ce que c'est à l'adolescence où vous vous en êtes rendu compte, ou bien avant, ou est-ce que ça peut arriver bien après, par surprise? Et j'ai une deuxième question, et celle-là, c'est comment vous faites après pour savoir qui peut vous plaire et à qui vous pouvez plaire? C'est une question très très bête. Je suis pas sûr d'avoir exactement compris. Est-ce que vous pouvez reformuler? Ce que je veux dire, c'est que au jour d'aujourd'hui, du coup, si on n'a plus de genre et si on n'a plus de côté binaire, etc., comment savoir à qui on peut plaire et qui peut nous plaire? Non, la question, ouais, non. Ok. Alors, oui, il va falloir répondre aux deux questions. Je vais juste revenir rapidement là-dessus, et je pense que Camille et Maxence auront des choses à dire aussi. Alors, le but, c'est pas de dire que on souhaite qu'il n'y ait plus de genre, ou qu'il y ait de... Ça n'a jamais été le propos, et je pense que mes collègues ici d'intervention reviendront là-dessus, mais enfin, quand on plaît ou quand on... Enfin, il est tout à fait possible aussi de vivre des interactions romantiques, sexuelles, etc., en dehors de ce cadre binaire. Simplement, ça se fait différemment, voilà. Et puis, j'ai envie de dire, ça s'apprend sur le tas. Moi, je peux pas dire, je suis assez binaire et assez... voilà. Par contre, on sait que... en fait, toutes les situations existent, qu'il y a des personnes qui vont vivre ça d'une façon différente de nous-mêmes. Et du coup, ce qu'on connaît nous comme expérience, on va essayer de ne pas la projeter en fait sur autrui et de dire ah ça fonctionne de la même façon pour tout le monde. Maintenant, nos existences mêmes ne sont pas en soi une remise en question de, enfin comment dire, elles vont pas empêcher des personnes quelconques de vivre leur sexualité de la façon dont elles l'entendent. Enfin, concernant la première question, je vais essayer de faire vite aussi. Eh bien, à quel âge? Alors, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour savoir. Il y a des personnes qui savent ça, qui manifestent ça, qui même explicitent ça, par exemple à 3 ans. Je parle du genre. Il y a des personnes qui sont, on va dire, dans le déni toute leur vie et puis qui le disent que très tard, ou certaines qui le disent peut-être même pas du tout. Il n'y a pas d'âge. Vraiment, chaque situation est différente. On ne peut pas tirer de généralité. On ne peut pas répondre avec des généralités à cette question-là. Pareil pour l'orientation sexuelle, j'ai envie de dire, bien entendu,
concernant l'orientation sexuelle, il y a le fait, il y a la puberté qui intervient, il y a la construction aussi de la vie sexuelle, etc., qui arrive à partir d'une certaine période de sa vie, bien évidemment. Mais encore une fois, une personne peut se poser des questions à 12 ans, comme elle peut s'en poser à 50, en fait. Et puis, j'ai envie de dire, tant mieux pour elle. Enfin, on n'est pas à dire, ça doit se passer à ce moment-là, quoi. Voilà, je ne sais pas si ça répond un peu. Si je peux aller dans le même sens, je vais enlever ma casquette d'adjoint au maire, je vais prendre plutôt ma casquette personnelle. Moi, par exemple, j'ai su que j'étais gay en 6e, parce que mon vécu a fait ça, parce que ma maturité, parce que voilà. Mais en fait, c'est à des âges très très différents. Et puis on voit aussi des personnes qui ont toujours vécu sincèrement hétérosexuels, et qui, mettons, à 40 ans, font une rencontre d'une personne, sauf que tombent amoureux, sauf qu'il se trouve que cette personne est du même sexe, genre, qu'eux. Donc c'est très divers. L'intérêt est d'accompagner les personnes à l'âge où elles ont dans cette situation. C'était surtout sur la deuxième question, comment on fait pour savoir si on plaît. J'ai envie de demander aux hétéros comment vous savez que vous plaisez à une personne hétéro. C'est exactement, il se passe exactement la même chose. Il y a des petites choses qui se passent dans les yeux, etc. Voilà. Il est vrai que les personnes LGBT, les personnes queer sont moins nombreuses. J'ai beaucoup aimé le lien entre 1% il y a 1% de personnes intersexes, 1% de roux, 10% de queer, 10% de gauchers. Donc on est moins nombreux, mais de toute façon, voilà, il se passe quelque chose et puis c'est tout, en fait. Alors après, comme on est moins nombreux, il est vrai qu'on a plus eu tendance, plutôt peut-être, que les personnes hétéro-cis, qui le font maintenant et tant mieux, d'aller sur les réseaux, les sites, les lieux de rencontre, justement, qui avaient tendance à concentrer un petit peu la population, mais il se passe la même chose, vraiment. Bonjour. Du coup, j'ai beaucoup rencontré des personnes intersexes dans ma vie. Et puis j'avais une question. En fait, je me demandais si y a une nouvelle association qui a été créée, parce que je sais qu'il y a des parents qui ont des enfants qui naissent. Et est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir justement de refuser des opérations? Est-ce qu'il y a des associations qui vont dans le sens de la sensibilisation pour éviter justement ces mutilations à la naissance? Alors je vais vendre ma crèmerie. Moi, je suis vice-président de la Ligue des droits de l'homme de Quimper. C'est un titre très pompeux que j'aime beaucoup mettre sur les attestations. La Ligue des droits de l'homme a la commission Identité S, où on intègre aussi les personnes trans et leurs proches, enfin les personnes trans et inter. On a inclus les personnes intersexes parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment sur le territoire finistérien beaucoup de lieux de rencontre. Et du coup, on est dans un process d'accompagnement. Mais après, sur tout ce qui est juridique, bon, la Ligue des droits de l'homme, c'est très bateau, c'est très... Waouh, on a tout un service juridique qui est vachement aidant. Donc il y a cette association-là qui peut aider sur les questions inter. Mais pareil, c'est encore très peu mise en valeur. On essaye de vendre un peu cette partie-là de l'association, de dire on est là, on peut vous écouter, on peut vous aider dans des démarches, dans des questionnements, dans des réparations aussi, psychologiques ou du corps. On va accompagner ces personnes. Après, sur Brest, j'avoue, j'ai pas trop d'idées, mais... Alors oui, il existe des assos spécifiquement... alors la LDH, c'est un peu plus général, même si ça traite de ces questions-là. Spécifiquement concernant les personnes intersexes. Et il y en a sur Brest. Alors on peut trouver des stands à la Pride, par exemple, chaque année. Je sais, moi, j'ai en tête le nom du CIA, du comité intersexe activiste, et tout, voilà, enfin, des choses comme ça. On est en lien dans les associations trans, mais on n'est pas forcément spécialisé dans ces questions-là non plus. Il y a des connexions, quoi. Mais c'est pas... Donc je pourrais pas non plus répondre en tant que militante, par exemple, des assos intersexes. Comment dire... Par contre, je sais que légalement,
il est tenu d'avoir l'accord parental pour se prêter à ce genre d'opération sur l'enfant. Que du coup, s'il n'y a pas cet accord qui est respecté, bon bah là, tout de suite, hop, légalement, ça passe pas, quoi, normalement. Maintenant, il faut avoir les ressources pour faire valoir ses droits. Et là, de tels assauts aussi, ça peut être important. Et aussi, il peut y avoir des ressources pour faire valoir son point de vue, où on refuse aussi l'assaut malgré parfois des pressions de professionnels qui peuvent vraiment dire non, non, mais c'est pour son bien, vous savez pas trop ce qu'il en est, enfin voilà. Et dans ces cas-là, les assos, effectivement, elles sont utiles aussi. J'ai pas de nom plus précis à vous donner, malheureusement. Voilà. Mais c'est ce que j'en sais. En fait, je voulais pas poser une question. Dernière intervention. Je voulais juste dire que sur le site du CIA, ils ont fait des MOOC, donc des espèces de formations en ligne. Il y a les replays, c'est possible aussi de... Donc c'est payant, mais c'est vraiment pas cher, ça doit être 10 € ou quoi, l'accès au MOOC sur... Enfin, je sais pas s'ils ont dit MOOC en fait, bon, M2OC, vous voyez, sur ces questions intersexes. Donc c'est aussi possible de vous auto-former sur ces questions à la maison, tranquille, et d'apprendre des nouvelles choses. Ils ont fait des trucs super pointus. Le collectif Intersexe et Activiste, voilà, ça se trouve sur Internet assez facilement. La page est jaune et violette, c'est un peu leur couleur, si ça peut aider à retrouver. Voilà. Donc, pour finir, je voudrais revenir sur l'assistance sociale, parce que moi aussi j'ai été confronté à l'assistance sociale du collège. Pas du collège, mais du lycée. Donc on est en 2022, donc je suis convoqué à un rendez-vous avec l'infirmière, la psychologue scolaire, et puis en gros, quelques années après, je me dis mais putain, mais ça se fait pas, parce que ils étaient dans une interrogation de validation de mon genre. C'était une lubie, c'est comme ça, et puis je me dis mais c'est horrible. Et heureusement que je me rends compte quelques années après que ça ne se fait pas. Et pour finir, notre association, on a de tout âge, de tout profil, pas que des jeunes. Les trans ne sont pas que jeunes, on a des trans vieux, des trans non-binaires, des hommes trans, etc., etc. C'est tout ce que j'avais à dire.